Savez-vous que l'un des films les plus drôles jamais réalisés, il a failli ne jamais voir le jour, Some Like It Hot, qui semblait tout à fait impossible à tourner. On disait que cela ne fonctionnerait pas du tout. On disait que c'était trop ridicule, mais quelque chose de magique s'est produit lorsque les caméras ont commencé à rouler. Les acteurs sont devenus leurs personnages à tel point que le public est tombé amoureux de chaque instant. Ce film a vraiment changé Hollywood pour toujours. Non pas à cause des explosions ou des effets de spéciaux, mais surtout à cause de l'humour du cœur et de deux hommes en robe qui nous ont tous fait rire ensemble. Plongeons dans le sujet et découvrons 20 faits étranges et incroyablement fascinants sur Some Like It Hot. Fait numéro 20. Les deux vedettes ont rarement travaillé ensemble. Tony Curtis et Jack Lemmon étaient aussi des comiques de vedettes, mais ils n'avaient jamais tourné un film ensemble auparavant. Le réalisateur Billy Wilder dut les convaincre tous les deux. Il leur a dit qu'ils avaient besoin l'un de l'autre pour créer quelque chose de vraiment spécial. Pensez à cela, imaginez que deux des plus grands comiques de vivant n'aient jamais partagé une scène. Curtis était connu pour être plutôt un acteur principal. Lemon était l'homme du peuple avec qui les gens aimaient rire quand ils le rencontraient enfin sur le plateau. Il y avait de la magie. Ils ne rivalisaient pas. Au lieu de cela, ils s'encourageaient mutuellement. Chaque blague était meilleure parce que l'autre était là. Ce qui ressemblait à une confrontation s'est révélé être le plus grand duo comique auquel personne ne s'attendait. Ce n'était pas de la chance, c'était un timing parfait, une rencontre avec un talent parfait. Fait 19, la scène du porteur de bagages à l'hôtel n'était pas planifiée. Il y a un moment dans le film où un porteur de bagages apparaît au pire moment possible. On dirait que tout est calculé jusqu'à la seconde. Mais voici ce qu'il faut savoir. Tout cela était improvisé. Le jeune acteur qui jouait le valet de chambre n'était même pas censé être là. Il s'est retrouvé dans la scène par hasard. Billy Wilder vit la confusion et décide de laisser tourner les caméras. Ce qui est sorti fut une pure comédie car personne ne savait ce qui se passait. Les acteurs ont dû réagir à quelque chose de réel et d'inattendu. Quand on le regarde, cette confusion et cette surprise est exactement ce qui le rend si drôle. Ce qui ressemblait à une blague bien chorégraphiée était en réalité quelqu'un qui se trouvait au mauvais endroit au bon moment. Fait numéro 18, la robe de Marilyn Monroe était faite de soie véritable, la robe la plus fameuse de l'histoire d'Hollywood. Cette robe blanche à col halter était faite des tissus les plus fins en stock. Elle n'était pas bon marché, elle n'était pas en plastique. Ce n'était pas un simple costume jetable. Le studio a dépensé des sommes importantes car il savait que ce moment durerait pour toujours. Lorsque Marilyn est apparue dans cette robe, elle ne portait pas seulement un costume, elle portait une œuvre d'art. La robe avait un vrai poids et un mouvement. Elle bougeait comme si elle avait sa volonté propre. Marilyn, elle comprenait cela très bien, sans aucun doute. Elle bougeait différemment dans cette robe entière. Elle savait que dans le théâtre, tous les regards la suivraient, attentifs et curieux. Elle faisait de la robe une partie du personnage. Des années plus tard, les gens se souviennent encore de cette robe bien plus que du dialogue. Voici le pouvoir puissant du costume qui croise l'artiste exactement au bon moment. Le fait numéro 17, le film a failli être interdit par les studios. Plusieurs grands studios ont refusé de produire ce film. Ils ont dit que c'était vraiment très inapproprié. Ils ont dit que le public n'accepterait vraiment pas des hommes s'habillant en femmes. Ils ont dit que cela franchissait une ligne claire que Hollywood ne pouvait plus franchir. C'était en 1959, à cette époque-là où les gens étaient très préoccupés par ce qui était convenable et ce qui ne l'était pas. Billy Wilder dut trouver un studio plus petit prêt à prendre le risque. Le film n'existait presque jamais à cause de la peur. Les personnes au pouvoir avaient assez peur de ce que le public penserait, mais Billy Wilder croyait à l'histoire. Il croyait que les gens voulaient rire de quelque chose de réel et d'humain. Il avait bien raison. Le film est devenu un très grand classique car il osa aller là où d'autres avaient peur d'aller. Ce qui semblait vraiment impossible s'est avéré inévitable. Fait numéro 16, la perruque de Jack Lemmon devait être refaite chaque jour. Jack Lemmon passait 45 minutes chaque matin dans le fauteuil de maquillage rien que pour sa propre perruque. Ce n'était pas comme les perruques modernes qui tiennent constamment en place toute la journée.
Cette perruque devait être coiffée, ajustée et préparée fraîchement chaque matin. Le maquilleur devait s'assurer que chaque boucle était parfaite, que chaque mèche était exactement à la bonne place, car la caméra verrait tout. Jack ne s'est jamais plaint. Il comprenait que le personnage devait avoir exactement l'allure qu'il fallait. Si la perruque paraissait à peine fausse, l'ensemble du personnage s'effondrerait. La beauté et la comédie sont aussi importantes que la beauté et le drame. Le public doit croire ce qu'il voit. Cette croyance vient de détails minuscules que la plupart des gens n'ont jamais remarqués. Ce qui paraissait sans effort était le résultat de 45 minutes de travail soigné. Chaque matin, le fait numéro 15, la scène du train a nécessité 3 jours de tournage pour filmer la célèbre scène où les personnages, joués par Tony Curtis et Jack Lemmon pour la première fois, s'habillent en femmes. Cela a pris 3 jours entiers de tournage, soit 3 jours pour peut-être 4 minutes d'écran. Billy Wilder voulait que chaque moment soit parfaitement exécuté. Il voulait que chaque réaction soit vraie, que chaque regard et chaque mouvement racontent l'histoire de ces personnages qui deviennent quelqu'un d'autre. Les acteurs devaient y rester fidèlement dans leur rôle pendant toute la durée. Ils devaient encore tâtonner, pas à pas, pour devenir des femmes. Ils devaient comprendre comment bouger, comment s'asseoir, comment parler correctement. Cette compréhension devait provenir de quelque chose de profond, et pas seulement copier ce qu'ils voyaient vraiment. À la fin de ces 3 jours, ils ne faisaient plus semblant du tout. Ils étaient devenus les personnages qu'ils jouaient, eux. Le public ressent cette vérité en le regardant. Le fait numéro 14, Marilyn Monroe traversait des difficultés pendant le tournage. La vie personnelle de Marilyn était en train de s'effondrer pendant le tournage. Son mariage se terminait, son cœur se brisait, elle prenait des médicaments pour l'aider à dormir et à se concentrer. La plupart des gens ne se rendent pas compte de cela quand ils la regardent à l'écran. Elle paraît radieuse, elle paraît heureuse, elle ressemble à quelqu'un qui n'a aucun souci dans le monde, mais c'est du jeu d'acteur à son plus haut niveau. Elle a apporté toute sa tristesse, toute sa douleur, toute son humanité dans le personnage de Sugar Cane. Le personnage est devenu réel parce que l'actrice a montré une vulnérabilité véritable et une force véritable. On voit que la performance de Marilyn vient de sa propre vie. Elle était assez courageuse pour montrer son cœur à la caméra. Même si son cœur se brisait, ce qui ressemblait à une joie pure était aussi silencieux. Courage. Fait 13, le film n'avait pas de triangle amoureux dans le premier brouillon. Le scénario original était différent de ce qui a été porté à l'écran. Au début, il n'y avait pas d'intrigue amoureuse. Le film parlait seulement de ces 2 hommes qui fuyaient tous des gangsters déguisés en femmes. Mais Billy Wilder réalisa quelque chose. La vraie comédie vient de la vraie émotion. Il ajouta l'intrigue romantique parce qu'il savait que le public avait besoin de s'attacher à ces personnages en tant que personnes. Pas seulement des situations drôles, la comédie sans cœur n'est que bruit. La comédie avec l'émotion devient intemporelle. Ce choix d'ajouter une vraie sensibilité à l'histoire absurde a donné au film une importance durable. Plus tard, les gens s'en souviennent encore, parce qu'ils se souciaient de ce qui arrivait à ces personnages, même s'ils étaient des hommes déguisés en femmes fuyant des menaces de mort. Ce qui fut une simple comédie devint une histoire d'appartenance et d'acceptation. Acte numéro 12, Tony Curtis a failli quitter le film 2 fois, vraiment. Tony Curtis était plutôt habitué à être l'acteur principal séduisant. L'idée de jouer le rôle d'une femme le mettait profondément mal à l'aise au début. Il y eut 2 moments où il hésita avant de partir. Il a parlé à sa femme de cela. Il a parlé à des amis de cela. Il ne savait pas s'il pouvait faire cela et survivre à sa carrière. Sa femme croyait en lui. Elle lui dit que le vrai courage consiste à être prêt à avoir l'air ridicule pour l'art. Elle lui dit que ce rôle montrerait au monde qui il était vraiment en tant qu'acteur. Alors il resta. Il est passé par là et il a découvert quelque chose sur lui. Il a découvert qu'il pouvait être vulnérable devant la caméra. Il a découvert que le public l'accepterait quoi qu'il porte. Cela a changé sa vision du jeu. Ce qui semblait risqué devient cadeau. Le fait numéro 11, la fin fut tournée en 4 façons différentes. Personne ne savait quelle fin serait la meilleure. Billy Wilder tourna 4 versions totalement différentes. Dans l'une des fins, les choses évoluaient. Dans l'autre, elles prenaient une direction différente. Les acteurs devaient jouer chaque version avec le même engagement et la même vérité. Ils ne savaient
pas laquelle serait retenue pour le film final. Il leur suffisait simplement de faire confiance à la vision de Billy Wilder. Finalement, il a choisi la fin que vous voyez aujourd'hui. Mais imaginez seulement s'il avait choisi différemment. Tout le sens du film aurait pu changer. La scène finale est tellement parfaite, tellement surprenante et tellement belle qu'il est difficile d'imaginer que le film se termine autrement, mais cette perfection vient de l'effort répété d'essayer encore et encore jusqu'à ce que quelque chose de vrai apparaisse. Ce qui ressemblait à de l'indécision s'est avéré être le processus créatif d'un artiste refusant de se contenter de moins que le fait parfait numéro 10. Les musiciens du club nocturne étaient de vrais joueurs de jazz. Le groupe que vous voyez en arrière-plan des scènes du club nocturne n'était pas composé d'acteurs faisant semblant de jouer des instruments. Ceux-ci étaient de véritables musiciens professionnels. Billy Wilder a engagé de véritables musiciens de jazz parce qu'il savait que le public pouvait sentir la différence entre les vrais musiciens et les faux musiciens. La vraie musique vient de l'âme. La fausse musique n'est que mouvement et bruit. La caméra capte cette différence. Le public le ressent dans tout son corps. Le fait d'avoir de vrais musiciens en arrière-plan donnait à toute la scène de la boîte de nuit une authenticité palpable. Elle avait de la vie. Elle donnait l'impression d'un vrai endroit où l'art réel se produisait. C'est pourquoi ces scènes semblent encore vivantes aujourd'hui. Elles le sont parce qu'elles étaient vivantes au moment du tournage. Ce qui ressemblait à une simple décoration d'arrière-plan était en réalité réel. Le fait numéro 9, Marilyn Monroe. Elle avait une doublure pour la plupart des scènes physiques. Même si l'on voit Marilyn dans les scènes célèbres, elle avait en réalité une doublure pro pour bon nombre de moments de décor et de gags physiques. Ce n'était pas parce qu'elle était paresseuse, c'était un bon choix pour la protéger. Une doublure ferait le travail fatigant et répétitif. Alors qu'elle économisait méticuleusement son énergie pour les instants où la caméra était vraiment très proche de son visage, cela signifiait que lorsque Marilyn interprétait ces scènes essentielles, elle demeurait fraîche et pleinement présente à l'écran. Elle pouvait tout donner et elle pouvait concentrer son attention tout entière sur son personnage. Le public bénéficie ainsi de la meilleure version d'elle-même grâce à ce choix pratique. Ce n'était pas de la triche. C'était être vraiment malin en utilisant l'énergie et le talent d'une actrice là où cela compte le plus. Ce qui semblait facile était en réalité une planification minutieuse. Le 8e fait, la célèbre réplique fut improvisée. Cette réplique finale emblématique devenue légendaire n'était pas dans le script. Jack Lemmon l'a dit sur le coup, c'était son instinct, c'était sa compréhension du personnage. Billy Wilder l'a entendu, aimé et décidé de le garder dans le film final. Cet unique moment improvisé est devenu la réplique la plus mémorable de tout le film. C'est le moment où tout s'emboîte. C'est le moment où tout le sens du film se rassemble. Et c'est arrivé parce qu'un acteur a eu confiance en ses instincts pour tenter quelque chose qui n'était pas écrit. Toutes les improvisations ne fonctionnent pas, mais quand cela arrive, cela peut devenir aussi magique. Ce qui ressemblait à un script bien soigneusement prévu contenait en réalité de belles surprises. Fait numéro 7, le film a été fini en seulement 57 jours. 57 jours pour tourner un film qui durerait à jamais. Dans le cœur des gens, c'est moins de 2 mois. Les films actuels prennent 6 mois, 9 mois, parfois plus d'1 an pour être tournés. Billy Wilder travaillait vite, il savait ce qu'il voulait et attendait de ses acteurs. Il connaissait ses acteurs, il faisait confiance à sa vision, il ne perdait pas de temps. Chaque instant sur le plateau avait un objectif précis, chaque jour était vraiment planifié. Il ne s'agissait pas de se hâter ou de prendre des raccourcis, il s'agissait de concentration et de clarté. Quand on sait exactement ce que l'on fait et pourquoi on le fait, on peut avancer rapidement. La rapidité venait de la préparation, pas d'imprudence. Cette efficacité d'une certaine façon a rendu le film meilleur. Ce qui avait pris 2 mois a changé le cinéma pour toujours. Le fait numéro 6, le studio a presque coupé les scènes romantiques. Les financiers du film étaient des nerveux. Ils étaient extrêmement nerveux à propos de la comédie, ils étaient aussi nerveux d'ailleurs au sujet du thème. Mais surtout, ils avaient vraiment peur que le public ne se soucie pas d'une histoire d'amour entre un homme qui se déguise en femme et une vraie femme.
Il voulait en fait que Billy Wilder coupe ses scènes et en fasse une simple comédie. Billy Wilder refusa. Il a dit que le film ne fonctionnerait vraiment pas sans cœur. Il a dit que le public s'en rendrait compte s'il manquait quelque chose. Tout de même, il s'est battu pour ces moments romantiques. Il s'est battu pour la vérité émotionnelle de l'histoire. Et il avait raison, bien sûr, ces moments de calme entre les personnages sont ce qui fait que la comédie touche aussi fort. On rit plus fort quand on se soucie des gens. C'est le secret que Billy Wilder a compris. Ce qui semblait risqué s'est révélé essentiel. Fait numéro 5, le propriétaire de l'hôtel était un véritable musicien de jazz. Le personnage d'Osgood Fielding II, qui poursuit le personnage de Jack Lemmon tout au long du film. Le rôle a été joué par Joey Brown, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Joey Brown était lui-même musicien. Il apportait une connaissance musicale réelle à ses scènes. Il comprenait le rythme et le tempo mieux que la plupart des acteurs. Cette compréhension rendait son personnage réel et vivant. Il n'était pas seulement un personnage dans un script, il était une personne entière avec un passé et une lumière. Quand vous regardez Joey Brown à l'écran, vous regardez un artiste qui a compris la performance sous plusieurs angles. Ce qui ressemblait à un simple timing comique était en réalité le fruit d'une oreille et du cœur d'un musicien. Fait numéro 4, Tony Curtis se maquillait lui-même. Certains jours, Tony Curtis restait assis dans le fauteuil de maquillage et apprenait à se maquiller lui-même, voulant comprendre le personnage de l'intérieur. Il voulait savoir ce que cela faisait véritablement de se métamorphoser entièrement en se maquillant lui-même. Certains matins, il s'imprégnait du rôle avant d'entrer sur le plateau. Il comprenait la vulnérabilité inhérente à être véritablement transformé. Il comprenait le soin nécessaire afin de créer véritablement la beauté. Cette compréhension guidait sa performance. Quand il jouait le rôle, il incarnait quelqu'un qui avait appris à se rendre belle. Ce n'était pas un simple costume. C'était une compréhension totale de ce qu'était la transformation. Tout ce qui paraissait être une simple préparation était en réalité un travail d'acteur fondé sur la méthode. Fait numéro 3, la fin du film. Le public de test a été surpris lorsque le film a été montré à des publics de test avant sa sortie. Personne ne savait comment les gens réagiraient à la fin. Le trouveraient-ils drôle? Le trouveraient-ils incorrect? Comprendraient-ils ce que ressentaient les personnages? La réaction du public a été écrasante. Les gens n'ont pas seulement ri, ils ont applaudi, ils ont acclamé, ils ont compris que la fin était parfaite. Ce moment de prise de conscience où quelque chose qui semblait impossible devenait soudainement possible et juste touchait profondément le cœur du public. Les public tests ont montré à Billy Wilder qu'il avait créé quelque chose de vraiment spécial. Il savait qu'il les avait fait du rire, mais il n'avait pas compris qu'il les avait convaincus que ce qu'il pensait être un risque était ce dont le public avait besoin. Deuxième fait, un script a été réécrit pendant le tournage. Wilder avait un script complet avant le tournage. Il a poursuivi la réécriture pendant le tournage. Il rentrerait chez lui la nuit, penserait à ce qu'il avait filmé ce jour-là et écrirait des scènes pour demain. Parfois, il modifiait les répliques selon la façon dont les acteurs avaient de jouer. La scène précédente, il considérait le scénario comme un être vivant qui pouvait grandir et changer. C'était risqué. La plupart des réalisateurs s'en tiennent au script tel qu'il est écrit. Mais Billy Wilder a compris que le meilleur art vient de rester souple et de réagir au moment en améliorant le script. Pendant le tournage, il capta quelque chose de planifié et vraiment spontané. Ce qui semblait être un scénario achevé était une œuvre en évolution. Fait numéro 1, le studio les a presque obligés à le filmer, en noir et blanc. La couleur au cinéma en 1959 restait chère et nouvelle. Le studio voulait économiser en noir et blanc. Lee Wilder s'est battu pour filmer en couleur. Il disait que Sugar Cane avait besoin de couleur. Il disait que ses robes avaient besoin de couleur. Il dit que l'ambiance du film avait besoin de couleur pour correspondre au ton. Il gagna ce combat, le film fut tourné en couleur et cette couleur rend le film vivant aujourd'hui. Imaginez ce film en noir et blanc, ce serait différent. On aurait l'impression d'un film totalement différent, un seul choix d'utiliser la couleur a changé dans la façon dont le public a vécu l'histoire. Ce qui semblait être un choix technique, simple, était en vrai une affaire d'art et de vision. Fait additionnel, la scène perdue que personne n'a jamais vue. Il y avait une scène tournée mais jamais intégrée au long métrage final.
C'était vraiment une scène plus longue et plus complexe, impliquant les personnages dans le dortoir des femmes. Lors du tournage, la scène durait environ 6 longues minutes exactes. Billy Wilder regarda et réalisa que le film ralentissait. Il réalisa que parfois moins suffit. Parfois ce que l'on retire est aussi important que ce que l'on garde. Il l'a donc raccourci considérablement. La version raccourcie a rendu le film meilleur. La version longue était belle, mais n'a pas servi l'histoire. Cette scène n'a jamais été incluse dans aucune version du film sorti au public. Elle figure dans les archives et les éditions spéciales. La plupart des fans ne la verront jamais. Billy Wilder a compris ce qui peut être retiré, ce qui est beau peut servir l'œuvre tout entière. Le plus grand art exige le courage de laisser partir les choses. Un petit choix changea l'histoire du cinéma. Certains l'aiment chaud et bien plus qu'une comédie. C'est une histoire de courage. Il s'agit de personnes assez courageuses pour devenir quelque chose qu'elles n'ont jamais été. Il s'agit de trouver une famille dans des lieux inattendus. Il s'agit d'accepter soi-même, même quand le monde dit que vous devez être autre chose. Le film pose une question simple et y répond avec style et cœur. Et si nous arrêtions de faire semblant de nous comprendre et devenions réellement l'un l'autre, ne serait-ce qu'un instant? Dans cet instant, tout change. Billy Wilder a créé bien plus qu'un simple film. Il a forgé un miroir qui nous révèle quelque chose de vrai sur nous-mêmes. Il nous a montré qu'au fond de chacun de nous se cache une capacité à être plus qu'une seule chose. Cette capacité nous rend humains. Cette capacité nous permet de grandir. Aujourd'hui, en regardant Certains l'aiment chaud, vous regardez de la magie. Vous regardez 4 personnes, un réalisateur, 2 acteurs et une actrice principale qui avaient une confiance mutuelle totale. Vous voyez ce qui se passe quand les artistes refusent d'être limités par la peur ou par les normes. Vous voyez la preuve que les grandes histoires ne viennent pas de ce qui est sûr, mais de ce qui est vrai. Si vous avez aimé ces récits, abonnez-vous pour en avoir plus. Chaque film cache une vérité et nous les révélerons. Une histoire à chaque fois. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Et rappelez-vous, les meilleurs films nous aident à nous comprendre.